Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Autotech Calls. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu de Carmove. Salut Mathieu. Salut Romain, bonjour à tous, ravi d'être avec toi. Écoute, c'est un plaisir, au-delà, du fait que maintenant on se voit régulièrement et que tu es toujours vraiment, d'une excellente humeur et très sympathique, on va pouvoir maintenant en découvrir plus sur ton business. Donc, ravi de pouvoir, échanger et que nos auditeurs puissent, te découvrir. Alors on va parler aujourd'hui, voitures connectées, qui est, vraiment une révolution, hein, dans le secteur de l'auto. On va parler d'optimisation, de gestion de flotte, de remontée de data, d'interprétation de data, de croisement de data. Comment est-ce que le fait effectivement que les véhicules connectés permettent aujourd'hui d'avoir, une meilleure efficience, dans, la gestion de ces, flottes auto. Mais je sais qu'on va voir, avec toi, moult autres aspects et moult autres cas d'usage qui peuvent s'appliquer, à la techno que tu as développée. Mais je commence toujours par cette sempiternelle question qui dit, quel est le problème que tu résous? Puisque je rappelle effectivement, comme d'habitude, que si on ne résout pas de problème, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Très concrètement, il faut trouver quelqu'un qui dise: «OK, moi j'ai ce problème-là, je veux le résoudre tout de suite, je suis prêt à payer et c'est parti, la boîte est montée, on commence à faire du chiffre d'affaires. Après, on crante, on évolue, on analyse, on écoute nos clients, on trouve d'autres clients». Mais déjà, quel est le problème que tu résous? Écoute, je crois que c'est assez simple parce qu'en fait on s'adresse donc aux véhicules et aux propriétaires de véhicules donc et principalement les entreprises. Donc en fait gérer un véhicule, c'est coûteux, première chose, c'est chronophage, c'est très chronophage, il y a beaucoup de tâches et c'est complexe parce qu'on a différents gabarits, on a différents, motorisations, différentes marques. Donc voilà, donc on a ces 3 points, ces 3 freins de complexité, de coût et de temps passé. Et donc voilà, la solution CarMove, est là pour lever ces 3 freins, en connectant les véhicules effectivement. D'accord, donc et quelles sont les cibles de clientèle du coup? J'imagine les gestionnaires de flotte, par exemple? Alors évidemment, la clientèle principale, ce sont les gestionnaires de flotte, ce sont, donc toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit, la taille de la flotte dans l'absolu. Alors, ça intéressera plus des flottes un peu, voilà, un peu larges, on va dire, parce qu'évidemment, plus la flotte est grosse et plus la complexité et le temps qu'on y passe est important, et les problèmes qu'on peut y rencontrer. Donc, c'est plutôt les flottes d'entreprise. Ça peut être, quand je dis flotte, une entreprise qui peut être aussi dans des activités d'autopartage, comment dire, voilà, dans d'autres activités que d'entreprises industrielles ou de livraison ou de voilà. Ça s'adresse vraiment à toutes les entreprises qui ont une flotte à gérer, parce qu'on fournit des services pour la gestion opérationnelle. On ne fournit pas des solutions métiers, mais des gestions opérationnelles des véhicules. D'accord. Et alors, comment ça se formalise concrètement si on a des gestionnaires de flotte qui nous écoutent? Alors ils te contactent, tu vas pouvoir, quoi, tu installes un boîtier, comment est-ce que tu collectes la data? Est-ce que tu as besoin de former les conducteurs, les automobilistes? Est-ce que tu as besoin de former le gestionnaire de flotte? Est-ce qu'il a un logiciel, en mode SaaS, ou un logiciel sur le PC des boîtes à installer pour collecter la data? Ou alors est-ce que c'est toi qui collectes et qui redonne la data une fois qu'elle a été retraitée? Avec des enseignements, avec des conclusions que tu auras, définies, et trouvées. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, donc, il faut connecter les véhicules, connecter les véhicules, c'est-à-dire qu'il faut mettre effectivement, donc si les véhicules sont déjà connectés en première montre, c'est-à-dire qu'ils ont un boîtier, ce qu'on appelle un boîtier télématique, hein, qui, permet, de connecter le véhicule à internet et de remonter la donnée en quasi temps réel. Voilà, nous on donc ça peut exister, c'est sur les véhicules modernes, les plus récents, que les constructeurs le font. Nous, on le fait aussi, et c'est un rétrofit qui peut se faire si les véhicules sont pas connectés ou peu connectés, on remonte pas toutes les données qui sont voulues. On a des boîtiers télématiques, donc on installe ça. Il y a plusieurs typologies de boîtiers, mais on a un boîtier plug and play. Ça se branche sur la prise OBD classique, et on a des boîtiers qui permettent vraiment de remonter beaucoup d'informations qui n'ont pas qui ne font que lire les informations du véhicule. Et donc, on va faire un diagnostic complet, on va pouvoir remonter des données d'usage, de consommation, là, tout un éventail de données. On a fait la valise, comme je disais, comme dans un garage. Et puis, on va croiser ces données-là. Donc, ça, c'est les données qui viennent du véhicule. On va les croiser avec d'autres données de véhicules qui sont des données administratives,
des données aussi techniques, le plan de maintenance, par exemple, le VIN, le détail, des techniques, de voilà, d'équipement du véhicule et cetera. Donc on va remonter vraiment un maximum de données et puis on va connecter, donc tout ça est connecté sur cette même plateforme et puis on va connecter aussi tous les intervenants, qui vont, être dans l'usage ou la gestion du véhicule. Donc c'est les gestionnaires, donc les entreprises, et là, je vais revenir après sur les typologies d'intervenants, mais ça peut être assez large. Mais bon, le gestionnaire, le propriétaire du véhicule, deux, les conducteurs, et puis trois, tous les prestataires automobiles qui vont pouvoir répondre aux besoins qui peuvent être remontés, que ce soit lié à l'entretien, que ce soit lié à la sécurité, que ce soit lié à l'usage du véhicule. Donc, dans ces prestataires sont essentiellement des services automobiles pour l'entretien, évidemment, la réparation, mais ça peut être aussi d'autres, voilà, des aménageurs, ça peut être des courtiers d'assurance, ça pourrait être après tout type de prestations à partir du moment où ils répondent à un besoin lié au véhicule, un besoin de la société, de la flotte, pour gérer ces véhicules. Voilà. Donc voilà, donc la plateforme va regrouper tout le monde et on va digitaliser tous les flux entre les uns et les autres. Donc les gestionnaires peuvent communiquer avec les conducteurs, comme les conducteurs peuvent communiquer avec les services auto avec les gestionnaires, etc. Voilà, on a plein de services. Je vais peut-être y revenir un peu après, mais voilà le fonctionnement en tout cas de la plateforme. D'accord. Donc effectivement, là, tu es le pool centralisateur de tous ces acteurs-là, et alors justement, tu parlais de services, donc quel type de service justement tu peux être amené à rendre, déjà aux clients j'imagine et puis peut-être effectivement peut-être faire un peu de chiffre d'affaires en faisant de la recommandation commerciale auprès, des réseaux d'entretien, par exemple? Alors, les services, il y a 3 grandes catégories, enfin 3-4 même, on va dire, catégories, parce il y a l'usage, donc les services à l'usage, alors, c'est évidemment les remontées de consommation, de kilométrage, localisation ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de localiser les véhicules, hein, pour les gérer, on n'a pas besoin d'être dans la location, mais pour certaines activités, d'entreprise, on a besoin de la géolocalisation, hein, et ça peut, permettre de créer évidemment, des services ou répondre à des besoins, un métier. Mais voilà, donc ça c'est sur l'usage. On a des sécurité, c'est de savoir si un véhicule est accidenté, s'il a une tentative de vol, s'il y a pas en fourrière, hein, être envoyé en fourrière. Et puis il y a tout ce qui est lié à l'entretien-réparation. Donc, eh ben, c'est de faire le diagnostic comme dans un garage, afin que chaque trajet de remonter comme dans un donc tous les problèmes sur le véhicule, donc pas que sur la chaîne thermique si c'est un véhicule thermique, pas que sur la chaîne électrique si c'est un véhicule électrique, voilà, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, quel que soit le type de motorisation, mais aussi, voilà, est-ce que les freins fonctionnent, est-ce que les pneus sont gonflés, est-ce que la boîte de vitesse, les feux arrière, les feux avant, les vitres fonctionnent, etc. On va vraiment scanner absolument tout le véhicule et remonter tous les problèmes qui pourraient survenir. Et puis, il y a des services liés à l'administration du véhicule, hein, évidemment, d'avoir toutes les données clés, de carte grise évidemment, qui vont nous permettre d'ailleurs de communiquer aussi avec les services automobiles. Heu et puis les données et puis aussi des services liés bah, quand on parle d'usage, de permettre d'analyse. Donc on va traiter de la donnée, donc des services d'analyse. Par exemple, quand on sait comment utiliser un véhicule, on va dire un véhicule thermique, parce qu'aujourd'hui on passe du thermique et on est dans la transition écologique. Et ben, quand on connaît, comment est utilisé un véhicule, on va pouvoir préconiser de passer sur un véhicule soit hybride, soit, électrique, hein, aujourd'hui. Peut-être que ça sera, dire hydrogène dans quelques temps, mais voilà, donc on peut préconiser en tout cas de passer sur d'autres typologies de véhicules. Et ça, on va l'appliquer à chaque typologie de véhicule. Donc que ce soit le gabarit véhicule léger, que ce soit un gabarit véhicule utilitaire ou un camion aussi. Donc de remonter de la donnée pour faire des préconisations, des statistiques d'usage, de comparer des typologies de véhicules par rapport à d'autres en consommation. On va pouvoir, voilà, et aussi dans la communication qu'on va pouvoir faire avec tous les prestataires, c'est de remonter automatiquement tout, donc faire la demande de rendez-vous, demande de devis, de remonter toutes les factures et de pouvoir calculer aussi automatiquement tous les coûts liés au véhicule, et donc faire des analyses aussi sur ces coûts et de comparer des coûts de véhicules, évidemment de gabarits qui puissent être à peu près identiques, mais sur des catégories ou sur des gabarits ou sur des typologies de motorisation. Voilà. Donc on va pousser avec toutes les informations qu'on va avoir des analyses un peu plus loin. Voilà. D'accord, donc j'en comprends qu'il y a effectivement, une forme de prévention du risque routier. Le risque routier est quand même effectivement
un des risques, d'accident du travail, les plus importants. Ensuite, il y a une notion, d'optimisation, de meilleure efficience, de la flotte, à la fois dans son entretien, mais aussi dans la consommation de carburant qui est liée à ça. Et puis ensuite, il y a effectivement ce croisement et cette optimisation qui est faite avec la data que tu collectes par ailleurs pour, formuler des préconisations, pour aider finalement, le détenteur de cette flotte ou ces particuliers ou ces professionnels à, se projeter et à, peut-être adapter aussi, les achats futurs, ou Oui, vérifier que les achats futurs sont bien compatibles avec l'utilisation qui en est faite. exactement. Par exemple, dans Et cette transition, tu parlais de ouais, transition ouais. écologique, tous les particuliers se posent la question et les flottes encore plus, de savoir: «OK, est-ce qu'on bascule tout de suite vers l'électrique ou est-ce qu'on passe par une étape d'hybridation ou alors est-ce qu'on est sur de l'hybride rechargeable?» Donc il y a, voilà, plusieurs steps comme ça et est-ce que, bah, voilà, par rapport aux besoins que j'ai, par rapport à la data qui est à ma connaissance, est-ce que je préconise de basculer full complètement, ou est-ce que je préconise plutôt d'y aller, graduellement? Tout à fait enfin, ça, c'est des analyses qu'on peut faire effectivement, mais on lève déjà en automatisant donc la récolte de données, déjà on va lever, on va réduire les temps. Je parle de productivité, tu parlais d'efficience, donc effectivement, donc la première chose, c'est de réduire aussi les coûts, de comparer, de fournir aussi aux conducteurs des services pour les inciter à consommer moins ou d'utiliser, on va dire, les véhicules de manière plus intelligente ou plus raisonner pour réduire la consommation. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour l'électrique, hein, parce qu'évidemment, conduire à tombeau ouvert ou très sèchement avec un véhicule électrique, on va évidemment consommer aussi beaucoup d'électricité et aussi réduire son autonomie, évidemment, d'autant. Donc, c'est quelle que soit d'ailleurs la motorisation. Et puis, pour venir sur l'analyse, donc ça, c'est réduire donc les coûts, réduire le temps qu'on y passe, on automatise un maximum les choses. Et je vais revenir aussi peut-être aussi sur les call to action, c'est-à-dire qu'on va remonter d'un problème et on va dire bah, est-ce que vous voulez faire telle action. Donc je prends le cas par exemple comment dire, d'un problème d'entretien. On a un défaut. Est-ce que vous voulez comment dire faire un devis? Est-ce que vous voulez prendre rendez-vous directement avec vos garages préférés ou le réseau préféré? Et on va pouvoir automatiser ça à la fois donc pour le gestionnaire, mais comme aussi pour les conducteurs. Et le dernier point, donc sur l'analyse et la transformation aussi écologique, pour reprendre ton point, euh, évidemment que l'usage et la zone géographique, par exemple, des véhicules, ça va aussi, les usages vont changer évidemment d'une personne à une autre, et l'activité aussi peut faire. Je suis un commercial qui roule beaucoup, évidemment qu'on va pas le passer sur un électrique si je fais 500, 600 km par jour, 700 km, puisqu'on n'aura pas l'autonomie suffisante. Mais quelqu'un qui fait une tournée de 200 km ou 300 km dans la journée, il peut passer sur un véhicule électrique. Évidemment qu'il faut trouver le véhicule adapté, voire moins, hein, il y en a qui font même moins de 100 km, puisque on sait que le trajet moyen professionnel, hormis dans les activités, c'est aux alentours d'une centaine de kilomètres. Hein, on est à 80, Et on peut 100 croiser avec la carte des bornes. C'est-à-dire que si on sait qu'il a une alors, tournée régulière et qu'on sait qu'il y a des bornes à ces endroits-là, on est capable effectivement d'être tout à fait à l'aise sur la exactement. capacité à recharger. La plateforme d'ailleurs que l'on propose est ouverte. Donc, d'abord, toutes les données peuvent être exportées dans différentes manières, mais aussi ouverte. Donc, on intègre aussi l'emplacement des bornes, voilà. Et on peut même, et ce qu'on propose, ça fait partie aussi des choses qu'on propose, c'est d'intégrer les bornes même de nos clients et si possible connectées. C'est-à-dire que ça nous permet aussi de récolter des informations de consommation par véhicule électrique, même si c'est une consommation qui est localisée, qui n'est pas facturée et externe, comme la facturation aussi des services externes. Donc, on parlait de bornes électriques, ça peut être aussi les bornes d'autoroute, et de remonter cette information ou l'intégrer aussi pour en déduire un coût. Et voilà, et c'est pas des coûts, c'est notre vrai coût, hein, parce qu'évidemment c'est moins cher, c'est émet moins de CO2, c'est très bien, mais ça a quand même un coût, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir connecter ça. Donc on peut connecter des données externes, comme tu l'as dit, donc, et les bornes, oui, les bornes et le réseau de bornes pour pouvoir organiser ces tournées ou je me déplace, c'est plus pratique d'avoir ça très facilement, même s'il y a des applications qui existent, mais voilà, de centraliser tout ça. Et puis aussi les bornes électriques, d'avoir des informations propres aux bornes électriques, la consommation, est-ce que le véhicule est connecté ou pas? J'ai un véhicule qui arrive en fin de journée qui est à moins de 20%. Est-ce qu'il a bien été connecté? Parce que si je ne l'ai pas connecté, ben évidemment,
je ne saurais pas, il pourra pas être utilisable demain. Donc là aussi, c'est d'avoir ce type d'information pour avertir l'utilisateur qui pense bien à connecter le véhicule et aussi surtout le gestionnaire, si jamais il doit faire un dispatch, de dire ce véhicule-là, je ne peux pas l'utiliser, en tout cas le matin, s'il n'est pas connecté et s'il il est pas rechargé. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations qu'on peut traiter pour faire des services aussi opérationnels, hein, pour tout le monde. D'accord, je comprends. Alors et effectivement, c'est un point commun en fait à beaucoup de startups, hein, de l'association quand on discute avec elles, et avec les fondateurs, c'est que finalement, cette notion de data, d'enrichissement à travers la connaissance de la data, le fait de mettre de l'intelligence dans ce qui était à la base et au départ finalement assez pragmatique, concret. Là, on peut vraiment mettre une couche d'intelligence pour, apporter de l'efficience, dans et trouver des poches d'économie, des poches d'optimisation, tout en améliorant finalement l'expérience client ou l'expérience collaborateur pour coller vraiment à ses besoins. Donc, cette notion d'intelligence-là, on la retrouve dans beaucoup de business justement où cette notion de data fait basculer, dans dans un monde vraiment qui est assez sans limite, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, sur ton business actuel, et sur, le business, qui va se développer dans les années qui viennent, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin, de partenaires? Quel type de partenaire tu recherches? Est-ce que tu as besoin d'investisseurs? Est-ce que tu as besoin de recruter? Si oui, quel type de profil tu cherches actuellement? Voilà, de quoi tu as besoin? On a besoin de beaucoup de choses. On est une start-up, on est jeune, enfin la société a un peu plus de 4 ans, été créée complètement vraiment fin 2017, mais vraiment on a commencé notre développement en 2010. Donc, voilà, on s'est pris évidemment un peu une crise du Covid comme tout le monde, une guerre à suivre. Mais on a beaucoup de besoins. Oui, des investisseurs, on a besoin. On a nos premiers clients quand même, voilà, notamment avec la ville de Paris. Donc, on a une première référence qui voit tout à fait l'intérêt de notre solution. Donc, on a besoin d'investisseurs pour nous aider à accélérer nos développements sur différents secteurs d'activité, voilà, et enrichir encore toujours plus l'offre de services qui est déjà très riche, qui couvre beaucoup d'aspects. De partenaires, oui, de la distribution potentiellement, hein, de partenaires, de gens aussi qui peuvent développer, puisqu'on discute avec des sociétés d'informatique qui veulent être intéressées, parce qu'on a une plateforme as a service, c'est-à-dire qu'on peut construire n'importe quel type de solution à partir de notre plateforme. Hein. C'est une plateforme qui est ouverte avec des API, donc on peut construire et s'adapter, adapter la data à la problématique et à l'avancement, je dirais, la maturité plutôt d'une entreprise dans sa gestion. Donc, on va pouvoir développer des choses sur mesure, voilà, dans les processus de gestion. Par exemple, je donnais un exemple parce que on est un espèce de RP de la flotte, c'est-à-dire que on va pouvoir, quand on remonte une facture, elle peut passer par notre plateforme pour agréger le coût, mais après, le traitement, c'est pas nous qui le faisons, c'est pas nous qui allons faire le règlement. Donc, la facture part dans un logiciel, elle est poussée dans un logiciel métier du département financier et comptable qui va lui la traiter et la gérer. Donc voilà, on va pouvoir comme les RH peuvent savoir voilà si les véhicules sont bien traités, bien utilisés, si les états des lieux sont bons, enfin voilà, s'il n'y a pas de dommages, des problématiques de restitution, etc. Donc on peut repousser de la donnée aussi dans nos donc ce sont des partenaires qui nous intéressent. Toutes les sociétés d'informatique qui font du développement sur mesure peuvent être intéressés d'utiliser ça pour l'efficience opérationnelle des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Voilà. Et en termes de recrutement, pour l'instant, on a déjà des postes effectivement ouverts, plutôt en dev. On est déjà un peu staffé, mais oui, on est toujours à la recherche de développeurs pour toujours améliorer. On était beaucoup dans le développement d'interfaces, donc on cherche aussi des développeurs plutôt pour les interfaces, hein, pour nos services. D'accord, très bien. Alors tu parlais justement du conducteur. J'ai vu que tu, Oui. te positionnais aussi en tant que tiers de confiance parce que tu laisses le choix finalement, en tout cas tu es capable de sélectionner, ou de bloquer certaines remontées de data finalement. On peut effectivement remonter ce qu'on veut et fournir tous les services. Alors ça dépend, là aussi encore, on s'adapte à l'entreprise. Si c'est un véhicule de fonction,
quand je dis fonction ou de d'usage pour, l'activité, hein, avec une flotte éclatée, souvent les conducteurs peuvent être responsables de l'entretien, même sur des véhicules de leasing, sont responsables de l'entretien d'un véhicule. Donc on peut leur pousser des informations, déjà leur dire attention, il y a un entretien à faire. Attendez, il faut penser à gonfler vos pneus. Attention, voilà, il faut programmer, il faut prendre rendez-vous et on va leur fournir des services. Donc, un, les alerter, bah, votre consommation moyenne voilà, et de temps, leur donner de l'information. On n'est pas là pour fliquer et surtout le scoring de conduite, on est moyennement fanat de ce genre de choses parce que c'est un peu du flicage, c'est vraiment voir comment je conduis. Mais par contre, de donner des informations sur ou des conseils de conduite, ça c'est important pour réduire évidemment sa consommation et de donner des informations sur sa courbe on va dire de consommation, ça c'est intéressant. Mais aussi voilà de dire est-ce que vous avez un problème, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous avec votre service auto préféré, enfin, ou le service auto qui votre entreprise éventuellement a un accord. Donc si c'est les pneus, bah, avec un Euroauto ou un Euromaster, je ne sais quoi. Si c'est la vidange, ça peut être avec un Speedy ou le concessionnaire. Voilà, c'est de fournir aussi des services. C'est peut-être aussi alerter bah, quand il y a un problème de sécurité, c'est de permettre de leur dire attention, votre véhicule potentiellement il part en fourrière. Est-ce que voilà, vous allez intervenir. On va pouvoir pousser aussi des problématiques aussi vers les conducteurs. Donc leur donner de la data pour comprendre leurs usages et l'utilisation. On a aussi on peut mettre des boîtiers d'autopartage. Donc c'est aussi ça peut donner de l'accès à plusieurs utilisateurs sur un même véhicule. Voilà, de faciliter les choses. On essaie de leur faciliter la vie, en tout cas pour le suivi de l'entretien. Quand il y a un défaut, quand il y a un entretien à faire, s'il y a un contrôle technique, c'est de les alerter, mais aussi derrière, une fois de plus, c'est de donner tous les outils, ou en tout cas les suivre, les aider jusqu'à la prise de rendez-vous, jusqu'à même la récupérer le véhicule, les alerter que le véhicule est disponible une fois que le service automobile a fait la prestation, et la remontée de facture, bon, qui peut être remontée directement centralement. Donc on a, oui, on va s'occuper aussi des conducteurs parce qu'ils font partie intégrante de l'équation. Les utilisateurs, les premiers utilisateurs des véhicules, ce sont quand même les conducteurs. Donc, il est normal qu'ils aient des services et qu'on leur facilite la vie. D'accord, Et très bien. notamment, s'ils ont des véhicules hybrides et électriques, c'est de leur dire, tu sais, une borne, ou de leur dire, attention, pensez bien à recharger au bon moment, voilà, mais aussi les airs. Ouais, de les aider, ouais, tout à fait. Les aider, évidemment. Très bien alors et toi qui baignes vraiment, au quotidien dans ce monde du véhicule connecté qui est, un peu une étape préalable avant, le véhicule partagé, avant le véhicule autonome et cetera. C'est un peu dans ce sens-là que les choses, vont évoluer. On ne sait pas vraiment à quelle vitesse, mais voilà, comment tu sens les choses? Comment est-ce que tu penses que le rapport à l'automobile va changer? On sait qu'on est en train de basculer d'un mode de propriété vers un mode à l'usage. Les entreprises ont déjà beaucoup, basculé pour des raisons fiscales et comptables, dans ce mode-là. Mais voilà, comment tu vois un petit peu l'avenir de ce secteur-là? Est-ce que tu penses que, voilà, le fait que qu'on enfin est-ce que tu penses que le rapport à la voiture va évoluer? Le fait qu'on ait, voilà, une connexion, est-ce qu'on ait le fait qu'on ait de la data récupérer de sa conduite? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de gamification finalement qu'on va pouvoir imaginer dans les années qui viennent, où on va pouvoir avoir un rapport gamifié comme un espèce de jeu vidéo avec sa voiture? Alors, oui, pour répondre sur ce point-là, oui, pourquoi pas, ça va intéresser une partie de la population. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la voiture, d'abord, ça va être très compliqué même si le politiquement correct dirait il faut qu'on évite d'avoir des voitures et qu'elles soient partagées, qu'elles soient utilisées plus, etc. La voiture, à l'origine, et ce qu'il faut comprendre, c'est l'indépendance et surtout la capacité à être autonome et d'être. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la partager si on en a un usage très, 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 très limité. Hein. C'est juste pour faire un trajet entre deux points, ça n'a pas un intérêt fou. Mais donc, il y a plein de nouveaux usages. Le partage, les nouvelles motorisations, etc. Mais c'est quand même un outil de liberté très important. Et c'est voilà, avant au début, on n'avait pas des chevaux, on se mettait à deux ou trois, on pouvait partager un cheval, c'était souvent son cheval. Hein. On est passé à la voiture avec quatre roues, mais c'est un élément de liberté. Je peux partir quand je veux, j'ai une activité professionnelle, je peux me déplacer comme je veux, faire mes itinéraires comme je veux. Donc ça sera très compliqué, je dirais, de remplacer complètement l'automobile. Peut-être qu'il sera plus léger, peut-être qu'il voilà, il est plus vert, etc. Peut-être qu'il sera voilà plus, il y aura des nouvelles technologies, mais le véhicule restera quand même quelque chose d'important dans la volonté, en tout cas, d'avoir un outil que même si je suis prêt à le payer cher parce qu'il me plaît, parce qu'il est joli. C'est aussi jusqu'à maintenant été aussi un objet
de progression, de valorisation sociale, hein. Donc c'est aussi ça aussi qu'il faut changer, c'est pas évident. Donc tout ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc ce qui va changer essentiellement, c'est les usages, je dirais, dans les zones urbaines avec les micromobilités, donc la voiture partagée. Donc là, on rentre vraiment effectivement dans de nouveaux usages, mais il y aura toujours la véhicule solo, hein, même si les gens vont se mettre à partager un peu plus, voilà, de covoiturage, etc. Tout ça reste effectivement de nouveaux modes de placement, mais ça ne sera pas les modes majoritaires, quoi qu'il arrive. Avant, avant que la société ait fait sa mutation globale, et on en est très loin, et là, on regarde dans des dizaines et des dizaines d'années, on est encore très loin de tout ça. Donc voilà, ça va aller progressivement. Moi, je pense que la voiture connectée, alors autonome, ça existera aussi, mais c'est pas aussi évident que ça soit développé. Tout le monde n'a pas une confiance absolue dans les machines, donc ça, on verra. Mais ça va se venir aussi sur des choses, d'ailleurs, sur des axes très délimités. Il y aura ces choses-là. Les voitures commencent à être autonomes, les Tesla, Mercedes même sort son niveau 3. Donc oui, dans des cas d'usage très particuliers, mais voilà, c'est pas encore, on n'en est pas encore on peut dire, à une voiture complètement autonome qui roule facilement où on veut, comme on veut, qui règle tous mes problèmes. Voilà, donc ça, c'est vraiment tous les problèmes et les problèmes de mobilité. Donc voilà, donc moi, je vois la voiture, en tout cas, pour la voiture connectée, permettre, faciliter tous ces nouveaux usages, passer d'un véhicule, voilà, même seul à un véhicule partagé. Je peux partager, moi, de temps en temps, mon véhicule. Je l'utilise à titre personnel, mais ça m'empêche pas de le partager avec mon voisin, ma famille, mes amis. Donc, le partage peut très bien se faire et de le simplifier. De simplifier une fois de plus, comme j'ai dit, les leviers que j'ai mis, parce que gérer un véhicule, donc c'est complexe aussi. Donc, simplifier l'entretien, voilà, la sécurité, tous ces genres de choses. Et puis, potentiellement aussi, on est dans une période d'économie un peu complexe, bah, d'en réduire au maximum les coûts par ben, voilà, un usage un peu plus calculé. Tu disais gamification, mais effectivement, peut-être en regardant d'éviter trop de consommation pour limiter les coûts, faire du comparatif. On est capable, nous, de comparer. On peut dire, j'ai un problème, ben, est-ce que tu veux faire des devis comparatifs sur ta zone géographique, de comparer, et de faire attention aussi là-dessus. Voilà. Donc, il y a plutôt une amélioration des usages ou des façons de gérer, mais pas un changement dramatique, je pense, au fond, en tout cas aujourd'hui, dans la manière dont on utilise un véhicule. Je comprends. Alors dans ce que tu évoques, il y a effectivement un aspect, un peu souterrain, sous-jacent, qui est difficile à évaluer, à cerner, à chiffrer. C'est, le fameux, «Dis-moi en quoi tu roules et je te dirai qui tu es». Ça veut dire que cette image de représentation sociale, va coller à la peau, des automobilistes et que, on n'est pas tout à fait prêt, pour une bonne partie d'entre nous, déjà de partager sa voiture, et de ne pas avoir un espèce de cran auquel se rattacher, qui est signe de réussite sociale ou d'appartenance à un groupe je sais pas, des passionnés de voiture ou de ceux qui, Exactement. au contraire, perçoivent la voiture comme un moyen de transport, un moyen de locomotion tout à fait pratique, quoi. Donc ça, c'est les aspects un peu, on va dire, sous-jacents, psychologiques. C'est ça que tu évoquais, quoi. Tout à fait, parce que voilà, on peut pas, et on s'est pas attaqué à ça. En fait, c'est ça le problème. Parce que si tu n'es pas, comme tu as dit, la dernière catégorie, dire je prends le véhicule comme un objet purement pratique, Ce que euh, les femmes, il y a toujours une grosse différence plus entre les hommes et les femmes par facilement. rapport à la voiture. Voilà, les femmes, elles ont une vision très très froide des choses. Les hommes, peuvent te parler, des heures et des heures de leurs jantes, Voilà. des heures et Mais des heures de leurs jantes. ouais, mais trompe-toi, les femmes l'ont un objet très pratique. Par contre, elles aiment avoir un objet qui leur plaise. C'est-à-dire qu'elles vont Bien prendre le sûr, côté pratique, elles vont faire un bien choix sûr, pratique, le design est mais entre important. deux choses, voilà, entre deux choses qui sont pratiques, elles vont faire attention au design. Et le design fait partie des choses. Et d'ailleurs, il y a des gens, même sur la réflexion de trouver de nouveaux typologies de véhicules, le design c'est important. Ça aussi, ça fait appel à la sensibilité, voilà, un côté un peu artiste hein, qu'on peut tous avoir, mais voilà, le goût, voilà, d'avoir quelque chose qui nous plaise. Voilà, on peut avoir deux téléphones, en choix entre deux téléphones qui ont exactement les mêmes fonctions, ben, il y en a un, le design me plaît plus, même le design qui peut être d'ailleurs externe, comme ça peut être aussi le design du logiciel. Donc, voilà, donc ce sont des choses importantes. Et il et malheureusement, on n'a pas encore tenu compte, on ne prend pas trop encore en considération, je pense, dans les visions
vision d'usage des véhicules, le côté très ancré de comment je vis le véhicule, pour moi, c'est l'instrument de liberté. Ça, c'est très, très important. C'est quand même très dur de faire lâcher ça aux gens. Et puis, voilà, cette sensibilité aussi, d'avoir des voitures carrées, tous carrées, qui sont garées ou empaquetés ou qui vont se mettre comme des vélos de Vélib, voilà, etc. Il y a des gens, ça les intéresse pas. Voilà, ils préfèrent avoir Ah, puis voir. c'est le côté très irrationnel. Ça, Et ben voilà. Et la c'est ce qu'il y voiture a de est plus irrationnelle difficile, là-dessus. c'est ce qu'il y a de plus difficile à catcher. Ouais. Hem, enfin, c'est, enfin, j'avais entendu, dernièrement que, bon, naturellement, c'était un fan d'Alfa Romeo qui disait ça, mais qui disait: «Si, le seul critère du design ne comptait, tout le monde roulerait en Alfa Romeo et personne ne roulerait en Toyota». La vérité, c'est que c'est Toyota le premier constructeur, au monde en termes Mmh. de en tout cas en termes de volume de vente. Là, ils viennent de communiquer des résultats, annuels, énormes. Mais donc voilà, c'est l'aspect irrationnel que nous avons tous. Pourquoi tout le monde, enfin pourquoi beaucoup de gens ont un iPhone à 1 300 €? C'est complètement dingue. C'est ce qui fait la fortune d'iPhone. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps que, Apple faisait un chiffre d'affaires colossal avec ses oreillettes, comme tu as, je crois, tu sais, sans fil connecté là, où ils Mmh. font, je crois, la moitié du chiffre d'affaires de Renault. Ils font 25 milliards de chiffre d'affaires. Mmh. Renault fait 45 milliards. Ils font 25 milliards de chiffre d'affaires juste j'ai le nom qui m'échappe parce que j'en ai pas, mais Les moi je les suis attaché à AirPods, un fil. AirPods, je Les crois, AirPods. AirPods, voilà, AirPods. Donc voilà, c'est tout à fait, lunaire, et en même temps, ça répond vraiment à un fait de société, voilà. Ça répond à un besoin aussi, parce qu'on a besoin d'avoir des oreillettes. Mais entre choisir une oreillette, qui soit plus écologique, peut-être avec moins de fonctions, qui fait le son est un petit peu moins bien, et l'oreillette d'Apple parce qu'il y a marqué aussi Apple, dessus. Enfin, il y a voilà, il y a tout est là-dessus, il y a un peu d'irrationalité, comme tu disais, c'est pas toujours rationnel dans le genre. Bon, après, il y a les problèmes de coût. Il y a des gens qui vont réagir, c'est très pratique. Le coût, il faut que ça soit petit. Voilà. Moi, j'achète des choses aussi, j'achète pas notamment une marque à chaque fois, mais il y a des choses sur lesquelles je vais acheter une marque parce que je sais que la marque va m'amener vraiment, soit par le design ou parce que le service rendu est meilleur que le sans marque ou la marque distributeur. Mais voilà, donc on peut pas en tout cas dire le marché doit passer tout en covoiturage, on doit partager toujours les véhicules doivent être très simples, très légers, très trucs. Oui, oui, on a besoin de ça. Oui, on doit faire évoluer les technologies. Oui, on doit rendre les véhicules moins émetteurs avec des meilleurs bilans carbone. D'ailleurs, moi, je préconise toujours de garder son véhicule plus longtemps. Malheureusement, le leasing n'encourage pas ce genre de choses, mais il faut, voilà, le premier bilan carbone, en tout cas, c'est le premier utilisateurs ont le bilan carbone le plus lourd. Le véhicule, sur le temps, évidemment, va avoir un bilan carbone, plus il sera utilisé de seconde main, Non, mais va pouvoir il y avoir aura des des notions business dedans. models Mais différents. On a vu voilà, les modèles doivent changer avec les aussi, hein, Zoé et avec, avec le rétrofit, chez Renault à exactement. Flins là, qui vont pouvoir donner plusieurs vies Plusieurs vies, à leur voilà, auto, et par ça, exemple. c'est une très bonne Voilà. chose. Ça, c'est une très bonne Ouais. chose. Réparer les sièges, juste réparer les sièges. C'est quand il y a une brûlure ou je sais pas quoi, pouvoir réparer tout ce qu'il y a dedans, redonner un côté effectivement un peu de brillant d'un véhicule qui a déjà quelques années. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, c'était un plaisir, Mathieu, de pouvoir échanger. J'espère que ceux qui nous écouteront pourront mieux comprendre, ton business. Ils te trouveront, j'imagine, facilement sur les réseaux sociaux, pour te contacter, te poser des questions peut-être complémentaires, hein, qu'ils n'hésitent pas. N'hésite C'est pas. toujours un plaisir, en tout cas, d'échanger. Et écoute, je te souhaite, vraiment, plein de réussite dans toutes ces nouvelles features et tout ce nouveau projet. Et puis je sais qu'on se reverra très bientôt de toute façon, pour que tu me tiennes au courant. Bien sûr, avec grand plaisir. Grand merci à toi. Merci à toute l'équipe d'ailleurs d'Autotech, France Autotech, ceux qui sont au cachet et qui organisent aussi tout ça. Donc un grand merci à toi en tout cas Romain. Merci pour ton travail et au plaisir de se revoir évidemment très bientôt. Au plaisir, au plaisir. Mais, effectivement, un petit big up à Victoire qui est en coulisses et qui organise de main de maître techniquement tous ces enregistrements. Voilà, merci Victoire. À très bientôt Mathieu. Merci à Merci vous, encore. merci à tous. Au À revoir. bientôt.